Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, c'est à un pays que nous nous intéressons, le Gabon, où une réforme électorale inédite soulève de nombreuses interrogations. Le nouveau code électoral permet désormais aux militaires de se présenter aux élections, une décision qui intervient dans un contexte de transition politique post-coup d'État, alors que plusieurs pays africains, du Sahel à l'Afrique centrale, voient une montée en puissance des militaires sur la scène politique. Cette réforme divise. Est-ce un pas vers une meilleure inclusion dans la gouvernance ou une manière pour l'armée de légitimer sa présence au pouvoir? Et pour en débattre, je suis entourée ce soir de Jacques Mounombo. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci de me recevoir. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs et aux abonnés aussi de Vox Africa. Analyste politique, mais surtout ingénieur géologue. Nous recevons ce soir Jonas Moulenda et vous êtes président du parti PUR pour l'unité et la régénération au Gabon. Je crois que vous aurez beaucoup de choses à dire ce soir. Bonsoir, évidemment. On attend évidemment votre avis. Enfin, Frédéric Tchoungui, ravi de vous revoir sur le plateau de Vox Live. Vous êtes analyste politique. Merci de me recevoir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voyais quelques réactions pendant l'introduction et je me tourne tout naturellement vers vous. Jonas Moulenda, comment est-ce que vous interprétez cette légitimation ou non du code électoral qui donne l'opportunité aux militaires de se présenter? Quelle lecture vous faites de cette mesure? Madame, c'est déjà inédit. Les militaires n'ont pas vocation de faire la politique. Partout ailleurs, en dehors des régimes comme la Corée du Nord, les militaires, leur place dans les casernes, ce n'est pas dans la sphère décisionnelle de l'État. Bon, M. Oligui Nguema a voulu contourner une disposition qui interdit aux militaires de faire de la politique, parce qu'il ne veut plus se retirer. Une disposition référendaire? Oui, justement. Un référendum qui a été... en novembre dernier, qui a donner le oui quand même à la majorité. Oui, mais qui a été manigancé comme d'habitude, ça a été tripatouillé, parce que ça ne reflète pas les résultats sur le terrain. Donc, M. Oligui Nguema, ayant des difficultés à enlever la tenue, parce qu'il savait qu'en enlevant la tenue pour se porter candidat, il deviendrait vulnérable face aux autres militaires. Et donc, il a trouvé cette disposition qui consiste à modifier le code électoral pour faire désormais des militaires et des magistrats des personnes qui peuvent candidater aux élections. Que les militaires puissent se présenter au Gabon à la présidentielle, c'est une bonne ou une mauvaise chose, Frédéric Tchoungui? Ce n'est jamais une bonne chose, effectivement, lorsque les militaires font de la politique, parce que ce n'est pas leur rôle en réalité. Lorsqu'on fait de la politique d'abord c'est d'un point de vue populaire, c'est d'abord pour un candidat d'embrasser le peuple, bien évidemment, mais il y a aussi des études de politique pour cela. Logiquement, il y a aussi le fait d'avoir, lorsqu'on parle d'un processus politique, on parle le fait pour un homme de rencontrer sa communauté et ensuite de grandir et peut-être rencontrer le pays, la population de son pays. Parce que si un militaire, en réalité, qui lui, dans les valeurs de son travail, de son métier, c'est de protéger le peuple et non pas de diriger le peuple. Bien sûr, sauf si nous sommes dans un état de la loi martiale, etc. Oui, c'est incompatible. Logiquement, lorsque l'on souhaite faire de la politique et lorsqu'on souhaite se porter en tant que président de la République, il y a des processus. Et le fait d'adapter une situation dans le sens d'une personne qui se porte candidat, en réalité, parce qu'il est militaire, changer cela pour ensuite pouvoir se présenter, bon, ça peut être vu comme quelque chose quand même d'assez délicat. Jacques Mounombo, je vous retourne la question. Quelle lecture vous faites de cette initiative au Gabon? Moi, je pense que, contrairement à ce qui s'est dit par mes deux co-débatteurs, c'est que le problème en soi n'est pas peut-être le militaire qui arrive au pouvoir, qui fait de la politique. Parce que la politique en soi est un concept transversal. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que de manière simple, la politique, c'est de prendre en charge la cité. Vous comprenez? Donc, qui peut faire la politique? Même la maman qui vend les beignets au marché, les oranges, etc., d'une manière ou d'une autre, elle fait la politique parce que c'est prendre en charge la cité. Ça, c'est un. Donc, un militaire peut faire effectivement la politique, ça, c'est de mon point de vue. Et le problème au Gabon, effectivement, ce n'est pas le militaire, mais c'est en fait la personne même. Parce qu'on se souvient très bien que... C'est le profil d'Oligui Nguema. Exactement, c'est le profil de mon point de vue, ouais, justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit très bien que
c'est la continuité en fait d'un système qui a duré au Gabon pendant plus de 50 ans. On sait très bien que il n'y a pas eu de rupture avec l'ère Bongo. Mais non, il n'y a pas eu de rupture, mais parce qu'on voit très bien que lui, voilà, c'est le neveu, je pense, du président Feu Omar Bongo, et donc c'est le cousin de celui qui vient C'est parti de la garde rapprochée. Voilà, celui qui a été renversé, donc c'est son cousin. Donc on voit très bien que c'est une continuité du même système au Gabon. Donc en fait, c'est ça qui démange un peu les Gabonais. Sinon le reste de l'Afrique, en fait l'Afrique un peu éveillée. Là, je me dis que ce n'est pas une question de militaire, mais c'est une question de personnalité du système. En fait, les Gabonais ne veulent plus voir ce système-là diriger le pays, vous comprenez? Et pourquoi je parle des militaires? Parce que les militaires, il y a eu des militaires dans l'histoire du monde qui ont bien géré les pays. Nous sommes en France. Aujourd'hui, la France est une grande puissance qui rayonne. Mais la France, à un certain moment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le général de Gaulle qui a mis de l'ordre ici en France. Il arrive en 1958, la France est dévastée, la France est par terre. Mais c'est lui qui crée l'alternance de la 4e à la 5e République. Il crée l'ENA, École nationale d'administration, pour former l'élite. Il dote l'arme nucléaire à la France, il fait tout ce qu'il pouvait faire et tout. Il crée la Cour de compte, etc. C'était un militaire. Mais ça ne lui a pas empêché. Après, il est parti. Après, il est parti, justement. Donc, c'est pour dire que le militaire peut gérer, peut faire de la politique, mais il suffit juste qu'il ait en tête cet esprit de patriotisme. C'est-à-dire qu'il soit au service du peuple et qu'il fasse de son mieux pour que le pays puisse rayonner, vous voyez. Et les cas comme ça sont nombreux, hein. Vous allez voir aussi même en Libye. À l'époque, en 69, lorsque le monarque avait été renversé par le colonel Muammar Kadhafi, Kadhafi était un militaire, mais on voit très bien que depuis Kadhafi avait pris le pouvoir jusqu'à ce qu'on le déstabilise en 2011, mais la Libye était un pays qui rayonnait. L'IDH était vraiment au top et tout, les Libyens ne sortaient pas parce qu'ils avaient des bourses, etc. Et tout. Donc, on voit très bien que le système social marchait. Pourquoi? Parce que le type était patriote. Donc, le problème, ce n'est pas être militaire. Un militaire peut bien faire la politique, mais je peux encore aller même jusqu'au Ghana. Aujourd'hui, les gens sont en train de jeter des fleurs à la démocratie ghanéenne. Mais celui qui a tracé, je vais dire quoi, le sillon de cette démocratie moderne. C'est un exemple de coup d'État qui a fonctionné. Mais bien sûr que oui, vous avez Ghana, Rawlings. Mauritanie. Mais bien sûr, Rawlings, par exemple, celui qui a redonné un peu la démocratie au Ghana, que les gens apprécient aujourd'hui. Il fait d'abord un premier coup d'État en 81. Il donne le pouvoir aux civils. Mais à un certain moment, il voit que les civils, au bout de 2 ans, ne dirigeaient pas bien le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait encore un autre coup d'État. Et il dirige le pays, tout ça, machin, tout. Il met en place un bon système démocratique et tout, que tout le monde apprécie aujourd'hui. Donc, je me dis qu'au Gabon, ce n'est pas vraiment le militaire en tant que tel, mais c'est la personne même, parce que c'est quelqu'un, effectivement, on voit très bien qu'il est en train de pérenniser, en fait, le système Bongo, qui avait déjà été mis en place depuis les années de post-indépendance. Jonas Moulenda, en tant que chef de file justement du parti PUR au Gabon, est-ce que vous êtes fermement opposé justement à la venue d'un militaire au pouvoir, ou comme l'évoque Jacques Monombo, finalement, c'est le fait d'être dans la continuité de l'ère Bongo sans véritable rupture de gouvernance? Madame, déjà, en tant que démocrate, je ne suis pas pour la venue au pouvoir des militaires. C'est pourquoi, lorsqu'il m'a appelé pour que je rentre au Gabon, servir le pays, je lui ai répondu qu'un démocrate ne travaille pas avec un militaire, un putschiste. Ils n'ont pas le droit de participer à la vie démocratique, les militaires? Il faut d'abord démissionner. C'est ça. Et puis M. Oligui Nguema avait expliqué aux Gabonais, au lendemain du coup d'État, qu'il était venu pour une transition et après il remettrait le pouvoir aux civils. C'est ce qu'il a dit aux Gabonais. Mais après, ça a évolué. On a commencé par le voir qu'il enlevait la tenue militaire pour mettre déjà le costume. Bon, apparemment, il a fini par s'y sentir à l'aise. Et là, il veut maintenant s'éterniser au pouvoir. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, mais non seulement sa personnalité pose problème, parce que c'est le neveu d'Omar Bongo. C'est le cousin d'Ali Bongo qui l'a renversé. Et c'est même pas un coup d'État. J'avais prévenu, moi j'ai un journal en ligne Matin d'Afrique pour aller consulter madame. J'avais annoncé que Oligui ferait un coup d'État. J'avais annoncé ça en juillet. Et puis il a fait en août. Donc M. Oligui Nguema, c'était juste une parade que les extrémistes du pouvoir avaient trouvée pour dégager Ali Bongo, qui au lendemain de son accident vasculaire cérébral ne gérait plus le Gabon. C'était plutôt sa femme Sylvia Bongo, aujourd'hui en prison, et son fils aussi Noureddine Bongo, qui prenaient les décisions. Mais le Cénacle a été maintenu. Donc ils ont trouvé un modus vivendi, il fallait trouver quelqu'un du clan qui était mieux placé pour préserver les intérêts, parce que Ondo, ça qui avait été porté au pinacle par les Gabonais lors de l'élection présidentielle 2023, s'il accédait au pouvoir, il ne garantissait pas les intérêts à ceux qui avaient été là, qui avaient fait du désordre.
Naturellement, ça leur ouvrait les portes de la prison. Donc ils ont trouvé une solution, ce qui consistait à faire un simulacre de coup d'État. On nous a dit sans effusion de sang, mais l'effusion de sang devait se passer avec qui? M. Oligui Nguema était le mieux placé puisqu'il est de la garde républicaine, cette unité qui est chargée de garder le président de la République et les autres personnalités élues. Donc, ce que vous dites, Jonas Moulenda, finalement, parce que vous soulignez le fait que c'est cette promesse non tenue de Brice Oligui Nguema qui est contestable, celle de ne pas, de pas remettre les civils au pouvoir. Si aujourd'hui il venait à démissionner, se représenter, gagnerait. Est-ce que vous reconnaîtriez Madame, son capital de sympathie s'est considérablement érodé à cause justement des promesses non tenues et son appétence aussi pour de l'argent. On a découvert beaucoup de milliards. Vous vous souvenez, vous avez vu ces images qui ont circulé. Aujourd'hui, le pays est exsangue économiquement. Vous avez que le Fonds monétaire international a fermé le robinet de l'aide, la Banque mondiale a fermé le robinet de l'aide, la Banque africaine de développement a fermé. Il y a une mauvaise gouvernance. Les militaires sont venus. On va revenir justement pendant l'émission sur le contexte qui a donné, qui a permis d'accéder à Brice Oligui Nguema. Il se porte candidat, il ne gagnerait pas une élection au Gabon parce qu'il n'en a ni l'épaisseur ni l'étoffe d'un chef pour diriger un pays comme le Gabon. C'est votre avis. Frédéric Tchoungui, je vous retourne la question. Est-ce que les militaires ont leur place dans le jeu démocratique? Moi, je ne partage que modérément ce qu'a dit M. Monumbo, mon co-débatteur, parce qu'on peut aussi prendre une pléthore de militaires qui ont été au pouvoir et qui ont fait n'importe quoi. Idi Amin Dada, par exemple, est un exemple. Il y en a pléthore. Et le problème, effectivement, Dadis Camara, par exemple, je peux en citer à l'appel, mais pas que sur le continent africain, et un peu partout, et qui instaurait des dictatures. Donc en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le souci, c'est que lorsque politique et armes sont liées, parce qu'en réalité, un militaire, c'est ce qui concentre. Un militaire qui se présente en tant que président, il concentre les pouvoirs régaliens, mais aussi les pouvoirs militaires. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il a totalement la main libre sur l'ensemble des procédés et la possibilité d'influencer, comme il le souhaite ou non, la politique du pays. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Vous savez, les contre-pouvoirs basiques sont le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Lorsque vous avez un militaire qui vient au pouvoir, il concentre tout. Il a à la fois la justice, il a à la fois l'exécutif, et c'est lui aussi qui passe les lois. Donc en fait, c'est pour ça que la politique, dans le sens démocratique, dans la vision que nous avons de la politique et le fait, parce que la politique, c'est aussi la séparation des pouvoirs, c'est très important de le mentionner. Un militaire, lorsqu'il vient au pouvoir, sera dans une position de force et il n'aura pas la possibilité d'être contesté dans ses choix. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne verrai jamais d'un bon oeil qu'un militaire vienne au pouvoir. Maintenant, effectivement, si dans son action, on peut se rendre compte qu'il y a l'intérêt... Comme c'est le cas quand même dans plusieurs pays actuellement. Oui, effectivement, dans plusieurs pays, mais même dans les pays où on pense que le militaire joue le jeu, je ne vais pas les citer, joue le jeu des populations, il y a des dérives. Effectivement, même dans les pouvoirs démocratiques, il y a aussi des délits. En Guinée-Conakry, par exemple, il y a des disparitions. Voilà, le président de la Guinée-Conakry, qui aujourd'hui est un militaire, Doumbouya, il y a aussi des concentrations de pouvoir qui ne sont pas bons. Donc en fait, c'est de voir, effectivement, là où je vous rejoins, c'est de voir la pensée. Est-ce qu'il va mettre en place vraiment un développement économique, le développement de l'espace économique, social et politique de sa région? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pour ça que moi je parle d'abord de la base. Lorsqu'un militaire vient au pouvoir, moi j'ai déjà des réticences. Est-ce qu'il faut déjà, Jacques Monumbo, contester justement ce code électoral, contester ce référendum qui a donné la majorité au oui? Est-ce qu'il faut contester déjà toutes les étapes avant vis-à-vis du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema? Bon, déjà, au vu de ce qu'il est en train de faire, on voit très bien qu'il n'a qu'une seule idée en tête. En fait, l'obsession, c'est de s'éterniser au pouvoir, chercher vraiment... Il a pris goût du tapis rouge. C'est quelqu'un, on voit très bien Cette mesure, elle vient renforcer sa position au pouvoir? Bien sûr que oui, parce qu'en fait, on voit très bien que depuis qu'il a renversé son cousin, il est arrivé aux affaires, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus joyeux.
faut voir ses sorties et tout. Il s'habille même plus en tenue militaire. Il est maintenant en tenue civile. Il a épousé une deuxième femme. Il a épousé une deuxième femme. Il est tout le temps dans la joie, dans l'allégresse et tout. Donc on voit très bien que... Et puis il fait que danser tout le temps. Si vous regardez un peu ses vidéos, il est dans la joie, il est dans l'allégresse. Il ne fait que danser. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne pense pas vraiment lâcher l'affaire. Ça, c'est un. Deux, je me dis, en fait, je ne cesse de le marteler, de le dire. Pour moi, le problème des Gabonais, c'est que les Gabonais remarquent un truc. En fait, le Gabon... contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est que c'est un pays qui est issu, le système gabonais est issu de la cuisse néocoloniale. C'est-à-dire que c'est un système france-africain qui existe depuis le Rwanda jusqu'à Oligui Nguema. Il faut qu'on se dise la vérité. Le premier président était un France-africain, Omar Bongo, un France-africain, son fils Ali Bongo, un France-africain, et Oligui Nguema, c'est un France-africain. Il faut le voir, il fait ami-ami avec Emmanuel Macron. C'est pour dire qu'il a été adoubé par Macron. Contrairement à ceux de l'AES, juste pour refermer la parenthèse. Donc c'est pour dire que les Gabonais, comme les autres pays en Afrique, le Gabon a beaucoup d'intellectuels. Il y a des gens qui lisent. Vous avez M. Jonas qui est là en face de moi. Mais c'est un monsieur instruit. Il comprend très bien que les choses doivent changer au Gabon. Si ça change un peu ailleurs, mais au Gabon aussi, ça doit changer. Donc c'est pour dire qu'ils ont besoin d'une nouvelle façon de... Ils ont besoin d'une nouvelle politique. C'est-à-dire un renouvellement de la classe politique, une rupture totale avec le système qui a existé avant, c'est-à-dire notamment le système France-africain, et c'est un peu de rompre un peu avec les accords militaires et de défense. Parce qu'aujourd'hui, vous avez au Gabon, encore sur le sol gabonais, il y a encore des bases militaires françaises. Mais que font les bases militaires françaises au Gabon alors que vous n'avez pas sur le sol français les bases militaires du Gabon? Il y a un problème. Donc c'est pour dire que le problème véritable avec les Gabonais, c'est qu'ils veulent plus voir le monsieur là au pouvoir. Ils veulent mettre fin au système france-africain perpétré par le clan Bongo. Vous complétez, vous avez posé, la question que vous avez posée, le processus de transition était mal amanché dès lors que M. Oligui Nguema, au lieu de mettre en place une assemblée constituante pour pour restaurer les institutions, il a mis une assemblée d'obligés. Il a nommé lui-même les députés et les sénateurs. C'est ça. Mais il n'a pas la légitimité de le faire. En l'état, on ne peut pas parler d'élections libres, c'est ce que vous dites? Non, ça ne peut pas. Puisque même le dialogue qui a été fait, qui a permis de ficeler le fameux référendum et la constitution, a été préparé par ces obligés. Donc déjà là, il aurait pu mettre en place une assemblée constituante, donc avec le peuple, les représentants du peuple et tout, qui est juste une légitimité. Or là, il a pris des obligés, et ceux qui ne lui présentaient pas des garanties de loyalisme, il les a écartés. Exactement. Vous ne pouvez pas réformer un processus électoral, par exemple, sans associer les acteurs. Celui qui a gagné l'élection de 2023, Ondo, ça n'a même pas été associé, madame. Ça. Donc, comment comprendre que le vainqueur de l'élection ne puisse pas être associé? Et vous parlez de restaurer les institutions. Mais pendant que nous y sommes, pourquoi n'a-t-il pas tout simplement déclarer les vrais résultats, puisqu'il est connu que l'élection a été tripatouillée? Pourquoi n'avoir pas juste installé M. Ondo Ossa, par exemple, président, ou alors reprendre tout le processus s'il a été émaillé de fraude? Mais pourquoi il veut se tenir au pouvoir? Donc vous comprenez que c'était juste une révolution de palais, que ce n'était pas un coup d'État en tant que tel. La preuve, c'est que vous avez vu que la France est restée muette. C'est ça. Au contraire, il est devenu le pote d'Emmanuel Macron, il se fait des petites tapes sur les épaules, alors que le même Macron condamnait les coups d'État au niveau du Niger. Donc, il y a un problème. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est mal amanché. Donc, on ne peut pas reconnaître ça. Les observateurs des Nations Unies ont émis beaucoup de recommandations, des défis. Le processus référendaire ne s'est pas passé comme on nous le dit. Moi, j'ai le rapport avec moi, je peux vous le sortir. Ils ont déploré, entre autres, la présence des militaires dans les bureaux de vote, qui influençait même le choix des électeurs. Et on ne peut pas s'engager à une nouvelle élection sans avoir réglé tous les problèmes, tous les défis qui ont été relevés par les observateurs. Ils fixent l'élection présidentielle au 12 avril prochain. Donc on repart avec le même fichier électoral, avec les mêmes dérives qui ont conduit à l'élection chaotique de 2023. En réalité, M. Oligui veut juste se maintenir au pouvoir pour mener sa vie de pacha. Oui, en fait, malheureusement, on se rend compte que le simulacre des élections ou du référendum qui s'est passé au Gabon et les procédés, lorsqu'on analyse la situation africaine, on se rend compte qu'on peut la transposer
un peu partout dans la sous-région en réalité, surtout Afrique centrale, où il y a un nouveau chef, entre guillemets, qui va prendre les rênes en disant que je viens instaurer une nouvelle l'ordre en réalité et rebattre les cartes de manière démocratique. Donc je prends le pouvoir à ce moment si précis pour pouvoir permettre un jeu démocratique ouvert, parce que l'ancien régime en réalité était avide ou bien contrôlait l'ensemble du processus électoral et de la vie politique. Et on se rend compte que celui qui est venu en réalité nous sauver nous renvoie en réalité dans les mêmes malversations et les mêmes procédés en réalité que ce qui s'est fait précédemment. C'est pour ça que on ne peut pas réellement légitimer la candidature, ou bien on ne peut pas réellement légitimer les résultats qui sortiront. Non, les résultats qui sortiront en avril, on ne peut pas les légitimer. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il fallait d'abord lui donner plus de temps. Premièrement, il fallait lui donner plus de temps de bien. Vous avez parlé tout à l'heure des fichiers électoraux. Il fallait revoir ville par ville, endroit où il y a des élections par endroit, donc bureau de vote par bureau de vote, pardon. Bien regarder si le nombre de personnes qui doivent s'inscrire sont inscrits, essayer ou bien peut-être faire des réformes, mais qui vont vraiment dans le sens de la transparence, afin de permettre un jeu démocratique ouvert. Et le fait que la personne qui a pris le pouvoir, donc ça c'est le premier problème, le deuxième problème c'est que la personne qui a pris le pouvoir lui-même est candidat, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais la façon dont c'est porté, c'est ça qui est problématique, et on se demande, et on est légitimement ici en train de se demander, est-ce que le Gabon ne part pas pour 40 ans encore de mauvaise gestion de sa vie politique? Vous le pensez? Moi, je le pense. Jacques Munombo, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais je pense que ce qu'il a dit est très pertinent, d'autant plus qu'aujourd'hui, effectivement, on voit très bien que le Gabon, voilà, il y a d'abord un problème, je crois que c'est la Banque mondiale qui a refusé de donner de l'aide au Gabon. La Banque mondiale, le FMI, ouais, le et FMI, la BAD. etc. Et justement, pourquoi? Mais parce qu'il y a un problème de gabegie financière. Ça, c'est un. Et le pays n'avance pas. On voit très bien qu'il y a même le ministre d'économie qui a été relevé de ses fonctions. Voilà. Aujourd'hui, il devient, je crois, ministre de l'Environnement. Et c'est pour dire qu'effectivement, le mode de gestion, même de Clotaire Oligui-Nguema n'est pas bon. En fait, il n'arrive pas vraiment à bien gérer le pays. Et voilà. Parce qu'effectivement, il est en train de poursuivre, en fait, le programme qu'il semble implémenter, mais qui est dans un système qu'il ne maîtrise pas. C'est un système qu'il a vraiment qu'il absorbe, le système france-africain. Donc c'est pour dire qu'il a plus à défendre les intérêts de la France que les intérêts des Gabonais. Il faut qu'on se dise la vérité. Il suffit juste de le voir. Ça, c'est un. De deux, je pense qu'aujourd'hui, l'obsession qu'il a, c'est d'être président. Et puis, même si on va aux élections, mais en Afrique, un président en exercice ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Qui exerce le pouvoir lorsqu'il organise les élections? Lorsqu'il organise les élections, excusez-moi, mais c'est pour les gagner. Voilà, donc je pense qu'Oligui-Nguema s'inscrit dans cette logique-là. Et je doute fort, voilà, justement, que les élections puissent être transparentes au Gabon. Si vous me permettez, Frédéric Chungui. L'Afrique a des démons qui sont très puissants. Et l'un est le démon du pouvoir. Dans le sens où on se rend compte que nous sommes... C'est-à-dire que les personnes qui sont censées nous permettre d'arriver à un développement politique, économique et social, et qui ont été, entre guillemets, les leaders, qui sont nos leaders, ont du mal à lâcher le pouvoir, ou ont du mal à consentir que le pouvoir ne pourrait plus leur appartenir. On a du mal, nous en Afrique centrale, en tout cas en Afrique francophone, surtout en Afrique centrale, à faire en sorte qu'il y ait un réel jeu démocratique qui s'implémente, qu'il y ait une réelle possibilité pour l'ensemble du pays, entre guillemets, de pouvoir arriver à cette maturité-là de la région en réalité. Et les aspirations du peuple ne sont pas écoutées et ça reste, si jamais nous sommes inféodés à une puissance occidentale qui permet à notre dirigeant de rester en fonction, ce dirigeant-là va demeurer et malheureusement le peuple va en pâtir. Et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui en Afrique centrale, malheureusement. Jonas Moulenda. Oui, mais déjà aussi un autre problème qui ne donne pas de crédit à la future élection présidentielle, c'est que M. Oligui a ramené l'organisation de l'élection au ministère de l'Intérieur. Ça a toujours été un gros problème. Et en 1994, les acteurs politiques, au lendemain de l'élection présidentielle de 1993, qui a été émaillée par des incidents ayant coûté la vie à de nombreux Gabonais, donc la classe politique s'était réunie à Paris pour des accords éponymes.
des accords qui avaient permis aux uns aux autres de définir les règles démocratiques, le jeu démocratique. Donc, c'était acceptable par tous, mais M. Ngema arrive dans sa volonté de vouloir se maintenir par la force à la tête de l'État. Il vient enlever tout ça, il casse tous les codes politiques et même les codes sociaux pour ramener l'élection présidentielle du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a toujours tripatouillé. Et en plus, les gens n'ont pas... Les candidats n'auront pas de représentants à tous les niveaux. Donc, on va vers une élection tripatouillée comme d'habitude pour aider M. Ligui. Et puis, il y a autre chose, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a une dictature féroce qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, les gens, on n'a plus... les droits de l'homme ne sont pas respectés. Les mots sont forts, vous les assumez? J'assume, madame. Il y a une dictature féroce, il faut sortir des images. Les gens qui sont torturés. Sylvia Bongo, l'épouse du président, mais elle n'avait pas le mandat du peuple gabonais. Que fait-elle en prison quand ceux qui lui ont donné le pouvoir de gérer le pays en l'absence de son mari qui était malade sont en liberté? On a eu le mari Madeleine Borantou, président de la Cour constitutionnelle, qui a été la pièce maîtresse dans ce jeu de conservation de pouvoir. Elle est en liberté. Tous les autres criminels économiques et de sang, ils sont en liberté. Sylvia Bongo en prison. Vous avez entendu parler de la traque qui est menée par l'ancien ministre des Mines, contre l'ancien ministre des Mines, Hervé Pati Kopianga, pour des arguments fallacieux. Donc, M. Oligui est en train de transformer le Gabon en dictature féroce. Et je crains même que, au sortir de l'élection présidentielle, drapé de son statut de président faussement élu, qu'il puisse s'en servir pour faire encore plus de dégâts, et on va vers ça, madame. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'avais annoncé ça aux Gabonais, parce que je connais le personnage. Et là, c'est le moment de dire à la France qui soutient... On va en parler, justement. On va d'arrêter de soutenir ce type-là, parce que il mène le Gabon vers le chaos. On va parler du rôle de la France avec les gouvernements militaires, mais aussi avec les gouvernements civils. On revient dans un instant. On poursuit dans la deuxième partie de l'émission sur Vox Live. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On parlait beaucoup du rôle des militaires jusqu'ici parce que c'est le thème du jour, justement, au Gabon. Mais finalement, sur le continent, il y a beaucoup de régimes civils corrompus, souvent soutenus par des puissances étrangères comme la France. On parle souvent de la France et de l'héritage néocolonial. Est-ce que aussi, finalement, ils n'ont pas trahi les peuples africains? Pourquoi condamner, finalement, d'un côté les militaires sans reconnaître les échecs des civils, Frédéric Tchoungui? Non, en fait, la raison pour laquelle on a condamné les militaires aujourd'hui, c'est parce que c'était le thème, bien entendu, mais bien entendu, on peut faire le parallèle entre les régimes civils corrompus qui, parfois, soi-disant, émanent du peuple, mais en réalité, ne sont pas du peuple. Mais on se voit toujours que l'action, malheureusement, des militaires aussi est liée à ces présidents qui ont été faussement élus. Pourquoi? Parce que en réalité, un président qui va s'éterniser au pouvoir, il a les militaires derrière lui, il ne faut pas se leurrer. Il ne peut pas implémenter et asseoir son pouvoir sans avoir les armes derrière lui. Donc en fait, c'est on va dire, un capitaine en réalité, ou un commandant, ou un général d'armée déguisé en tant que civil. Ça, il faut le dire. Donc effectivement, les régimes civils qui contrôlent l'ensemble du processus, et tout à l'heure j'ai parlé de la séparation des pouvoirs, mais on se rend compte que les présidents élus civilement ont aussi la main mise sur l'ensemble des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation. Et en général, même si vous regardez bien, ils édictent les lois par décret. Ce sont en réalité les décrets qu'ils posent tous les jours qui vont donner les grandes orientations du pays. Donc en fait, ce sont juste pour conclure, ce sont juste des présidents habillés en costume cravate comme moi, mais qui ont les outils de chefs d'armée, hein, bien entendu. Et dans ce contexte, pourquoi ne pas donner justement la possibilité à ces militaires d'accéder finalement au pouvoir dans des conditions déguisées ou non, mais qui se rapprochent des gouvernements civils? Non, ça dit, je pense que... Qu'est-ce qui diffère finalement?
reposez un peu votre question, s'il vous plaît, excusez-moi. Qu'est-ce qui diffère finalement de ces chefs d'État issus de gouvernements civils, corrompus pour certains, de finalement ces militaires qui arrivent au pouvoir et qui proposent un processus électoral? Rien. Qu'est-ce qui les différencie? Non, mais il n'y a pas de différence. Je pense que, par exemple, vous l'avez si bien dit. Alors pourquoi ne pas croire à cette élection au Gabon? Non, mais on peut pas croire à cette élection, d'autant plus on comprend très bien, je vais dire quoi, nous savons très bien comment est-ce que Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. On sait très bien. Et nous savons pertinemment que le monsieur là fait partie de la famille Bongo. Donc, ce qui est souvent le cas finalement dans les pays où les militaires sont arrivés à la faveur de coups d'État, ça reste quand même un entourage proche du chef. C'est pas, je veux dire, le Gabon n'est pas un cas isolé. Quand on voit les autres pays, Mali, Niger, ça reste quand même des gens qui sont proches, qui viennent souvent de la garde présidentielle. C'est pas un processus inédit, ce qui se passe au Gabon. Oui, c'est pas un processus inédit, effectivement. Si vous prenez le cas du Niger, par exemple, vous prenez le président, le général Tchani. C'était un proche de Bazoum. Bien sûr. À un certain moment, il a compris, écoutez, je tourne kazakh parce que le président, en exercice, n'avait plus une bonne politique vis-à-vis de son peuple et de son armée. Ça, c'est un. Donc il a tourné kazakh, il a fait son coup d'État, il a redonné le pouvoir au peuple. Ça, c'est le cas du Niger. Vous avez le cas de Assimi Goïta, même chose. Vous avez le cas du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré. Lui aussi, effectivement, il a travaillé avec Daniba et tout le reste. Mais à un certain moment, il lui a laissé diriger pendant 8 mois, 9 mois. Paf, il a fauché. Donc c'est pour dire que, on peut être proche du président, faire un coup d'État, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu viens faire? C'est-à-dire, quel est le projet que tu as en tête pour que tu espères implémenter au pays? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a tendance à confondre tout en Afrique. On veut faire la politique, mais on ne sait pas très souvent pourquoi on veut faire cette politique-là. On arrive en politique avec une mission. Et la mission, c'est être au service du peuple. Parce qu'en réalité, lorsque vous partez aux élections, vous avez par exemple 2 millions de peuples. Mais c'est que tous les 2 millions ne peuvent pas être présents de la République. Donc, pendant les élections présidentielles, c'est un moment de rendez-vous entre les populations avec le président. Ils délèguent leur pouvoir au président, le président devient le président de la République. Mais il est là pour faire les 4 volontés du peuple. Or, on voit très bien au Gabon, depuis qu'Oligui Nguema est arrivé aux affaires. J'étais en train de lire un article sur le Gabon. Certainement, mon co-débatteur pourra peut-être me contredire ou encore peut-être confirmer cela. C'est qu'il y a un problème de délestage électrique au Gabon. Il n'y a pas d'électricité. Les routes ne sont pas bonnes. Il y a la misère qui bat son plein. Alors que le Gabon est un pays producteur du pétrole. Toutes les collines du Gabon sont recouvertes du fer. Moi, je suis un géologue. Je sais de quoi je parle. Donc, on voit très bien que c'est un pays, en réalité, du point de vue de sa rente, c'est-à-dire les ressources naturelles, mais c'est un pays qui ne devrait pas souffrir. Mais vous avez des gens qui sont aux affaires, mais qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la gabegie financière. Voilà, ils sont là. Oligui Nguema, il n'a pas fait ses preuves dans cette période d'essai qui s'est attribuée. Oh, il n'a fait aucune preuve, madame. J'ai essayé de voir un peu quelques images qu'ils ont exhibées, je crois, à Libreville, pour dire que non, bon, voilà, nous avons approuvé le code électoral et tout. Certainement, les gens qui soutiennent Oligui, c'est des gens qui ont donné de l'argent pour aller 5 000 francs. 5 000 francs, on connaît comment ça se passe en Afrique. Donc, il n'a pas fait des preuves. Je pense qu'à un certain moment, qu'ils comprennent que, voilà, il n'est pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Le Gabon a besoin de quelqu'un de conscient, d'une personne vraiment qui puisse porter vraiment les aspirations de ce peuple-là, qui a tant souffert afin d'aller de l'avant. Madame, je vais appuyer sur la chanterelle en disant transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Les militaires doivent retourner dans les casernes. Monsieur Oligui Nguema avait pris l'engagement de rendre le pouvoir aux civils à la suite d'une élection transparente, donc acceptable par tous, et ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Jacques parlait tout à l'heure des délais de sage. Vous savez, le Gabon, 2 millions d'habitants, est confronté à ce problème. C'est vrai, bien avant Ali Bongo, bien avant l'arrivée d'Oligui Nguema au pouvoir. Mais on a quand même eu une occasion de régler ça. Parce que il y avait une entreprise au Gabon, une entreprise qui s'appelle Agrecor, qui alimentait Libreville en électricité. La consommation de Libreville, les besoins, c'est 3000 mégawatts d'électricité au niveau de Libreville. Et cette société demandait 3 milliards par mois, 3 milliards de francs CFA.
quand M. Nguema arrive au pouvoir, avec le ministre dont il parlait tout à l'heure de l'économie qui a été éjecté, C'est ça. ils vont signer un contrat mafieux avec une entreprise turque pour alimenter Libreville à partir de bateaux flottants. Mais vous imaginez, l'entreprise turque, au lieu de demander 3 milliards de francs CFA comme Agricor, va demander 14 milliards parce qu'il y a des pots de vin qu'il faut verser à chaque ministre. Chaque ministre doit avoir 500 millions par mois. Et résultat de course, il n'y a pas d'électricité jusqu'à aujourd'hui. Et on découvre qu'il y a eu la mafia, et donc M. Nguema fait un remaniement ministériel en trompe-l'œil pour dire, bon, tel n'a pas... Bref, il n'a pas réglé les problèmes des Gabonais. Les Gabonais sont toujours dans le noir. Si vous appelez là, à 21h, il y a des gens qui ne sont pas connectés parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de courant. Deuxièmement, le train de vie des Gabonais vivent encore plus mal aujourd'hui qu'hier. Il a ramené les pélégistes, ceux qui ont conduit le Gabon dans les abysses, il les a ramenés aux affaires parce qu'il voulait bien être élu. Et du coup, là, le FMI suspend parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. La dette n'a pas été remboursée. Nous avons atteint un niveau d'endettement de 75% aujourd'hui. Vous imaginez 75%, le taux d'endettement du Gabon. Or, on nous avait, le ministre de l'économie qui a été viré, était venu clamer Urbi Orbi qu'on avait remboursé la dette. Mais le FMI dit on n'a pas remboursé la dette. Et tout est coupé. Donc vous pensez que nous ne sommes qu'à 18 mois de la transition, madame. Regardez tout ce qui est arrivé là. En 18 mois, justement. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, je voulais réagir parce que on va faire le lien. D'un point de vue économique, il est quand même très difficile aujourd'hui de poser un diagnostic concret sur l'action du président. Je vais faire un peu du président, pardon, excusez-moi. Du président de la transition. Parce que c'est pas le président. J'ai fauché, excusez-moi, c'est, je pense, l'absus révélateur. Vous êtes le président du Cameroun. Capitaine Brice Clotaire. Oui, effectivement. Donc, en fait, il est très difficile de poser un diagnostic concret de son action aujourd'hui parce que le temps économique est quand même long. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps. C'est-à-dire que c'est à 5-10 ans qu'on pourra réellement voir si le Gabon a été redressé. Maintenant, il va sans doute passer un certain nombre de réformes. Maintenant, est-ce que ces réformes vont être implémentées? Je ne le sais pas. Mais on ne peut pas se positionner aujourd'hui à quelques mois de la transition, à moins de 2 ans de la transition pour déjà poser un diagnostic. Je prends aussi le cas, par exemple, des pays de l'AES. Vous savez, l'AES, c'est souvent ça. C'est-à-dire que les gens se positionnent, on fait 2 poids de mesure. Les présidents de l'AES ont pris leur état depuis un certain temps. La situation économique ne s'est pas drastiquement, il n'y a pas eu de profonde transformation. Mais lorsque c'est pour le président Brice Clotaire, le président de la transition, pardon, il y a, voilà, on veut déjà lui taper dessus. Je pense que c'est trop tôt. Bon, ça c'est un point, mais c'est simplement d'un point de vue économique, mais je partage le reste, la vision politique. Maintenant, deuxième chose, le gros problème au niveau du pouvoir, parce que vous savez, on aime souvent taper sur les présidents, ceux qui portent le pouvoir. Effectivement, ils doivent rendre des comptes, mais le problème du pouvoir en Afrique, c'est la clanisation du pouvoir. C'est-à-dire que les pouvoirs, entre guillemets, ce n'est pas qu'une seule personne qui le porte, c'est le clan qui le porte. Et lorsqu'il y a une transition qui se passe, qu'elle soit militaire, parce qu'en général, on va parler du cas de l'Afrique centrale, en général, elles sont militaires, où elles se passent de père en fils, c'est une royauté. Lorsqu'elles se mettent en place, en réalité, la difficulté, c'est que, comme on dit au Cameroun, c'est à notre tour de manger. Donc, les gens ne voient pas l'intérêt du peuple, ils voient plutôt l'intérêt du clan et tendent à maintenir ce pouvoir pour pouvoir mettre en place de la gabegie financière et pouvoir se goinfrer, comme on dit. Et c'est pour ça, c'est la grande difficulté qu'on a avec le pouvoir aujourd'hui en Afrique centrale. Je parle bien de l'Afrique centrale. Comment on va faire en sorte de casser ces codes-là qui font en sorte que le pouvoir, pour revenir maintenant sur le président de la transition, faire en sorte qu'il ne voit pas l'intérêt et que son clan ne voit pas seulement leur intérêt, mais essayer d'abord de voir l'intérêt du Gabon en électrifiant le Gabon, en permettant d'avoir des barrages, etc., pour développer le pays. Jacques Monumbo. Oui, non, justement, c'est-à-dire que je voudrais m'opposer un peu à Frédéric lorsqu'il dit un président de la République, on ne doit pas l'évaluer économiquement parlant, à peine arrivé au pouvoir, il faut attendre 5-10 ans. 18 mois, c'est une période convenable pour évaluer. Bien sûr que oui, madame, bien sûr que oui. Mais vous êtes en train de gérer un pays. On fait souvent le bilan à 100 jours. 100 jours de Macron. Voilà, justement, on fait le bilan. Donc, ce que dit Frédéric, non, il faut attendre 5-10 ans. En tout cas, franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas cet avis-là.
Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est quoi? Vous allez remarquer que les pays en Afrique, surtout les pays subsahariens, ils ont tous les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes mots qui minent notre développement. Vous comprenez? Si vous prenez les pays de l'AES et les pays de l'Afrique centrale, on a les mêmes problèmes. C'est pour ça que moi, j'aime à le dire, aucun pays de l'Afrique noire peut dire aujourd'hui, je m'en tire tout seul. Erreur. Il faut qu'on se mette ensemble. Ça, c'est un. Deux, pourquoi je veux créer un peu une comparaison avec les pays de l'AES? Je prends le cas, par exemple, du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il arrive aux affaires en 2 ans de présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place déjà 2 usines de fabrication de tomates. Ça, c'est un. Parce qu'il veut redonner à sa population l'autosuffisance alimentaire. Il ne s'arrête pas là. Là, il y a eu l'augmentation des salaires au niveau de la fonction publique de 50%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté, vous pouvez faire des recherches. En 2 ans seulement. C'est pour dire que Oligui Nguema et lui sont payés attaqués par des terroristes. Hein. C'est encore pire. Mais le Gabon. Il a remboursé toute sa dette. Il a remboursé toute sa dette. Et le Gabon. Mais le Gabon est un petit pays. À peine 2 millions d'habitants. Le Gabon a beaucoup de pétrole. Le Gabon, je vous ai dit... L'or, le manganèse, etc. Il y a le fer. Toutes les collines du Gabon sont recouvertes de fer. Ça veut dire que la rente, c'est ce qui manque au Gabon. Mais le problème, c'est que nous avons des gens qui sont arrivés aux affaires, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, peut-être dans leur pire cauchemar, ils n'ont jamais peut-être pensé un jour qu'il devait être président de la République. Donc une fois il est arrivé là, il s'est dit, écoutez, ça m'est tombé dessus, bon, laisse-moi profiter un peu de ce que je n'ai pas pu faire pendant ma jeunesse, juste pour dire. Donc je me dis qu'aujourd'hui, en tout cas, on est en droit, en tant que peuple gabonais ou africain, de constater que le président, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis qu'il a renversé son prédécesseur, il ne gère pas bien le pays. Parce que lorsque vous m'avez envoyé la thématique de cette émission-là, je me suis amusé un peu à faire quelques recherches. J'ai remarqué que l'indice de développement humain du Gabon, le Gabon est à la 123e place sur les 194 pays. Le Gabon. Mais madame, souvenez-vous, si vous prenez le Gabon, on a découvert le pétrole depuis les années 1960. Et c'était au même moment qu'on avait découvert aussi le diamant du Botswana. Mais si vous prenez le Botswana, vous prenez le Gabon, vous faites une comparaison, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, comme on dit chez nous dans le quartier. Justice. Et je viens encore, je vais peut-être chuter là-dessus. C'est pour dire que dans le Dubaï, par exemple, là, Dubaï, c'est un pays aujourd'hui qui a su s'affirmer sur la scène internationale grâce à son pétrole. Il faut qu'on se dise la vérité. Autrefois, c'était le désert. Ils ont travaillé dur. Mais le pétrole avait été découvert, je crois, dans les années 75, etc. et tout. Alors qu'au Gabon, on était déjà en avance. Donc, c'est pour dire que c'est une question de volonté politique, c'est une question de la fibre patriotique. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un problème de leadership. De leadership, c'est-à-dire on a un problème. Alors, je vais résumer. On a un problème de leadership, on a besoin de leadership, on a besoin de gouvernail et on a besoin de la fibre patriotique. Et ces trois-là ne se vérifient pas lorsque vous regardez la personnalité d'Oligui Nguema. En fait, je ne suis pas contre lui, mais je dis la vérité. Le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème c'est que vous avez parlé tout à l'heure de terrorisme au niveau du Sahel. Mais en réalité, les pays du CEMAC sont en proie du terrorisme. Mais du terrorisme, lequel? Non, pas le Gabon. Attendez, pas le Gabon. Non, attendez, je finis. Je finis. Laisse-moi finir. Ils sont en proie à un terrorisme économique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont vassalisés par la France et par d'autres puissances qui ont la main mise sur leurs matières premières. Donc c'est une forme aussi de terrorisme. Ce n'est pas un terrorisme armé, mais c'est un terrorisme économique. Ça ne tient pas. Donc il faut d'abord rompre cela avant de pouvoir maintenant aller tendre vers... Attendez, je finis s'il vous plaît, je vous ai laissé finir. Laissez-moi juste finir. Donc il doit tendre vers une totale indépendance économique. Donc c'est pour ça que je dis, je répète qu'il faut avant de pouvoir que le Gabon entre réellement dans une phase de développement, il faudrait qu'il casse ses codes. Je ne parle pas du cas de Oligui Nguema parce que lui aussi il fait partie de ce jeu-là. Je parle de manière générale. Non, mais... Lorsqu'on va vouloir développer en réalité notre sol, il faudra qu'on casse ces codes-là avec les puissances occidentales. Non, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas qu'on se perde, Frédéric. Non, là on s'est perdu un peu. En fait, le cas de figure ici, c'est Oligui Nguema. Donc, ça ne sert pas de généraliser. Nous restons dans un cas spécifique qui est le Gabon. Non, justement, c'est pour dire que le Gabon n'est pas touché par le terrorisme. Le frère est là, il peut nous le dire. Terrorisme économique. Mais non, ne parle pas de terrorisme économique. Non, ça dit quand je parle de l'insécurité. On va laisser Jacques répondre et Jonathan trancher. Au niveau de ses frontières. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le Burkina Faso. On voit très bien que c'était un pays qui était en insécurité. Mais ça n'a pas empêché leur président de bien travailler et d'essayer un peu de mettre en place un certain nombre de projets. Or, le Gabon, il arrive, il nous fait comprendre que bon, il fait un pas d'État. Deux usines de tomates, c'est quand même assez dérisoire quand on parle d'une production. Quelle est la production qui sont... Mais vous savez... Mais attends, c'est pas dérisoire. C'est pas dérisoire, c'est pas dérisoire. Vous savez, pour effectuer un voyage de 8 km, il faut commencer par un premier pas.
Donc je pense que ce qu'il est en train de faire, il est en train de poser les jalons qui vont lui permettre d'arriver au bon port. C'est pas négligeable. C'est déjà quelque chose. Il a augmenté les salaires au niveau de la fonction publique de 50%. C'est pas négligeable. Je vais laisser monsieur... On va laisser peut-être Jonas Menga revenir dans le débat. On vous écoute. Vous savez, c'est dès l'aurore que l'on reconnaît une bonne matinée. Voilà. Monsieur Oligui Nguema est venu, il a dit, je suis venu pour restaurer les institutions. Ok? Après, on attend, quelques jours après, je vais construire Libreville 2. On lui a dit, ah non, tu as dit que tu es venu pour restaurer les institutions. Ce n'est pas Libreville 2, ça nous coûtait beaucoup d'argent. Donc il abandonne le projet. Vous imaginez, il abandonne le projet Libreville 2, il va construire Oliguiville, le village de son père. Donc il transforme ça en ville maintenant. Et ça absorbe beaucoup de milliards. Il légalise la polygamie des militaires, c'était interdit. Il épouse une deuxième femme et il achète 2 jets privés pour que ces femmes baguenaudent à travers le monde à bord de ces avions. Donc il a fait des mauvais choix. C'est des dérives. Oui, oui, c'est un jusseur. Vous savez, il a dit tout à l'heure, Jacques, qui vient du Congo-Brazzaville, il connaît les danseurs compulsifs. Bien sûr. Voilà. Donc, il a fait des mauvais choix qui n'étaient pas des priorités parce qu'il a dit qu'il est venu pour restaurer les institutions. Quelle institution a-t-il restauré 18 mois après, aucune institution n'a été restaurée. Aujourd'hui, une petite dernière question. On arrive dans la dernière phase du débat. Vous qui avez peut-être pris la température de la population au Gabon, après une ère Bongo qui a fragilisé la population, qui a été marquée par la défiance au niveau des institutions, Oligui Nguema, qui vous l'avez dit, en 18 mois, n'a pas forcément fait ses preuves. Comment est-ce que la population, elle s'y retrouve finalement entre cette remise au goût du jour d'un processus électoral, Madame, la population est la première concernée. Madame, la population est très déçue. Moi, j'anime une émission sur ma chaîne numérique, Nenda TV, le balcon. Si vous connectez le soir, vous avez au moins 6000 personnes connectées. Et sur les 6000 personnes, vous n'allez pas trouver 2 personnes qui défendent M. Oligui Nguema. C'est quand même un indicateur. M. Oligui Nguema a considérablement érodé le capital de sympathie. Tout le monde a clamé à se rompre les phalanges, ce coup d'État. Même moi. J'ai dit, bon, accordons-lui le bénéfice du doute, parce qu'on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. C'est vrai qu'on connaissait son passé des tortionnaires et autres, et on savait que c'est le neveu d'Omar Bongo. On s'est dit, bon, s'il peut nous débarrasser un tant soit peu de ce nom de Bongo, et puis engager le Gabon sur la voie du progrès, pourquoi pas? Mais on a raté la transition dans notre pays. C'était une bonne occasion d'engager le Gabon sur la voie du progrès, mais malheureusement, il est fidèle à ses habitudes, il ramène les anciens tortionnaires, les pélégistes. Vous avez appris qu'il y a même des militaires, un militaire qu'on a torturé à mort. Je vous dis sincèrement, le Gabon est devenu un pandémonium sous M. Oligui Nguema et qu'il convient vite de l'appeler à partir. Et que la France, qui soutient ces nouveaux tyrans, comprenne qu'il ne pourra pas rester longtemps parce que les Gabonais, vous savez, il a montré le chemin. Vous savez, il y avait un coup d'État en 64. Les militaires ont fait un coup d'État. Ils ont renversé le premier président Léomba. Après, ils ont remis le pouvoir aux civils. C'était le ministre, le premier ministre qu'on avait mis à l'époque, le ministre... Obama, voilà, Obama, voilà. Celui qui avait été placé après, l'armée française a rétabli le président. Je crois que c'était même un parent de Léomba. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Hidder Obama. Donc, il a été rétabli dans les fonctions. Après, il y a eu un autre coup d'État qui a raté en 2019, Kelly Ondo, qui est toujours en prison. Maintenant, posez-vous la question, il y a un certain Kelly Ondo, lieutenant, qui a tenté de renverser Ali Bongo, mais qui est en prison. Oligui Nguema, qui a fait un coup d'État, ne libère pas. Ce monsieur, il libère ceux qui ont détourné, qui ont même reconnu à la barre avoir volé des dizaines de milliards de francs CFA. Vous comprenez qu'il y a un problème avec ce monsieur. Il faut nous rendre service. La France, pays qui nous accueille, qui est la terre des droits de l'homme, ne peut pas accepter que ici on soit en liberté, qu'on puisse bénéficier de la liberté, des droits de l'homme et autres, de la bonne gouvernance, et qu'en Afrique... La France doit agir dans ce processus électoral? Pardon? La France doit agir? C'est ce que vous essayez de dire? Mais c'est la France, son ambassadeur qui va souvent voir M. Oligui, celui qui donne le blanc-seing à M. Oligui. Vous savez, on dit chez nous en Afrique. Est-ce que ça ne vient pas entraver le principe même de souveraineté, justement, des États? Il n'y a pas de souveraineté, le Gabon, c'est la sous-préfecture de la France, madame. Voilà, donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce terrorisme économique. On est d'accord, et politique, mais bon, M. Monumbo peut-être aurait aimé d'autres mots, mais c'est ce que j'ai trouvé comme formulation. Mais juste pour ma petite conclusion, très rapide, effectivement, on se rend compte que encore une fois, la zone CEMAC est frappée par cette
cette difficulté de pouvoir mettre en place un jeu politique et surtout démocratique totalement transparent avec en ligne de mire les aspirations du peuple. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on est dans un éternel recommencement avec des procédés qui sont toujours les mêmes procédés. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait d'avoir même des politiciens qui sont en costume cravate. Effectivement, on se rend compte qu'eux-mêmes, en réalité, ils ont des accointances avec l'armée qui est très importante. Donc tant que le pouvoir sera lié à l'autorité, je ne parle pas d'une autorité consentie, mais d'une autorité qui nous est imposée, on aura du mal à se développer parce que la clanisation en réalité du pouvoir demeurera. Merci Frédéric. Jacques, vous vouliez ajouter un dernier mot avant de conclure l'émission? Non, ouais, peut-être si vous me permettez. Le truc, c'est que c'est juste pour dire que, ouais, effectivement, merci. C'était pour dire que la thématique était très intéressante, d'autant plus qu'on essaie un peu de parler de ce président-là qui n'arrive pas à satisfaire son peuple. Mais je martèle encore pour dire que le problème, ce n'est pas les militaires en tant que tels, parce qu'il y a eu des militaires patriotes qui ont été au service de leur nation et qui ont fait rayonner leur nation. C'est le cas, par exemple, de Rawlings au Ghana, de Gaulle en France, et Churchill en Angleterre, mais même George Washington, le premier président des États-Unis. C'était un militaire, les gens ne le savent pas. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que être militaire n'est pas un problème pour faire la politique, mais quel est ton projet politique? L'idéal, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu veux être au service de ton pays ou encore défendre les intérêts de ceux qui t'ont mis au pouvoir, notamment les forces coloniales? Et on va poser cette question à nos téléspectateurs. Si vous aussi vous étiez si vous étiez au Gabon, est-ce que vous voteriez pour un militaire au pouvoir, candidat à la présidence? Et si oui, eh bien pourquoi? Dites-le nous en commentaire sur nos plateformes de diffusion. Merci Jonas d'avoir été avec nous. Frédéric, Jacques, merci d'avoir participé à l'émission. On se retrouve quant à nous très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.